On prend l'envol à l'instant, plein de belles choses pour vous ce matin dans le cadre de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous allons commencer par l'histoire du jour. Après, nous aurons bien évidemment la colère de Charles Hamel. Ensuite, la revue des réseaux sociaux, sans oublier interpellation dont vous serez servi jusqu'à 12 heures. Donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est de rester scotché car vous ne serez pas déçus. Nous commençons directement avec la première rubrique, l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour. Bonjour Claudia Issia, bonjour aux téléspectateurs, bonjour le Zénith. Je suis Pascal, j'ai 40 ans et je viens de perdre mon père. Mon père a eu assez d'argent dans sa jeunesse et a acheté une maison dans un quartier huppé de la ville de Yaoundé, notamment au quartier Oudia. Pour ne pas attirer l'attention, il a fait mettre la maison à mon nom parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas justifier de l'obtention de cet argent. Moi, je me suis mariée avec une femme et on vivait dans cette maison qui, à la base, appartient à mon père. Ma femme n'a jamais apprécié la présence de mes parents puisque vivant dans une autre ville, ils venaient constamment nous rendre visite dans cette maison que mon père avait achetée. Donc maman et papa venaient constamment à la maison et ma femme le voyait d'un très mauvais œil, au point où elle m'a demandé de faire partir mes parents, auquel cas elle quitterait le foyer. Pour ne pas nuire à mon foyer, justement, j'ai demandé à mes parents d'accepter de louer un appartement à côté de la maison qu'ils avaient achetée. Et sans aucune forme de procédure, mes parents ont accepté. Et la fois où ma femme me demande de mettre mes parents à la porte, elle également, elle est partie de la maison pour exprimer son ras-le-bol. Et pour accepter de revenir dans cette maison, elle m'a demandé de muter les papiers de cette maison à son nom. Ce que j'ai fait, et lorsque mon papa l'a appris, alors que j'étais en train d'en parler avec ma mère, qui demandait des nouvelles, à savoir comment est-ce que j'ai géré les problèmes avec ma femme qui était partie de la maison, je lui ai dit simplement, maman, on a pu arranger la situation, maintenant elle est revenue à la maison et comme elle m'a demandé de faire muter les papiers de la maison à son nom, je l'ai fait et aujourd'hui tout va bien. Mon papa revenant des boutiques l'a entendu et est mort dans son siège. Pendant la veillée funèbre qu'on a organisée au domicile, ma femme a encore choisi de s'opposer à cela en disant qu'elle ne voulait pas de ça dans sa maison, une maison qui lui appartient désormais, et qu'il fallait que mon mari, moi son mari, j'aille l'organiser ailleurs. Ma mère l'a entendu, elle a également été choquée et en ce moment, elle est en soins intensifs. Mes oncles refusent, m'accusent d'avoir tué mon père. Ils refusent que je participe aux obsèques et ma mère parle de me renier également parce que c'est à cause de moi que mon père est mort. Était-ce une erreur de muter le nom le nom de la maison au nom de ma femme alors qu'elle fait déjà partie de notre famille? Comment est-ce que je pourrais gérer cette situation? Je suis l'aîné des enfants de mon père. Comment est-ce que son deuil peut se passer sans ma participation? Je vous en prie, aidez-moi. Comment est-ce que je peux faire revenir la paix non seulement dans mon foyer, mais également dans ma famille? Wow. Une histoire très rocambolesque, digne, compliquée ce matin. Voilà. Compliqué en quoi? C'est pas une histoire pour les hommes normaux. Depuis Mbombo qui est très fâché, Charles Hamel également est très fâché par rapport à cela, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des choses qui arrivent malheureusement dans nos familles. Voilà. En tout cas, un papa a acheté sa maison, oui. Il a mis au nom de son fils, Carrément. et son fils a mis le nom de la maison au nom de sa femme qui a décidé de chasser les parents de cette maison. Et le père, lorsqu'il a appris, a choqué, il est mort. Même pour organiser les obsèques dans cette même maison, la femme s'est opposée et la mère également a eu un choc, elle est en soins intensifs et on ne veut pas de cet enfant pour organiser les obsèques. Est-ce qu'on peut refuser à un enfant le droit de participation aux obsèques de son père, bien qu'il ait entre guillemets la cause de ce décès? That is the question. Merci Dominique Audrey pour l'histoire de ce matin. Bombok Bengan, mettre ses parents à la porte de leur propre maison et muter les papiers de cette maison au nom de sa femme, amour ou stupidité? Connerie et folie. Non, je vous dis,
J'ai un aîné qui m'a encadré, petit. Aujourd'hui, il est vers 68, 69 ans. Il travaille dans une société très haut placée, sous-directeur, directeur même. Avec le processus de privatisation, départ de la retraite volontaire et tout ce que vous voulez, il est allé, il a choisi de prendre la retraite volontaire. Au moment où il ouvrait son compte, le directeur de la banque lui dit, il avait mis la signature de sa femme aussi, pour pouvait faire foi. Il dit, mais monsieur, vous êtes sérieux? Il dit, oui, j'aime ma femme, j'aime. L'argent de sa retraite est tombé dedans. Que des centaines de millions. La femme a tout pris. Les enfants, il est parti. Il est parti. Il était en location encore parce qu'il construisait au village, à Bonapriso. Le monsieur est retrouvé un peu pas. Tu ne peux plus payer la maison parce qu'il n'a plus rien. Il va monter sur les bains. Je vous dis, il a vendu ses propres vestes à Nkololoun. Heureusement que quand l'information est arrivée auprès de ses amis, ses anciens collègues, oui, il y a eu un collectif posé, un lobbying. Il a été encore recruté comme consultant quelque part. Donc, oui, de quoi vivre. Il y a des gens bêtes, ça existe. La société regorge aussi les gens bêtes. C'est pour ça que la notion de couple en Afrique est différente de la notion de couple, de vie conjugale. Parce que le couple chez les Dupont, c'est la vie conjugale, oui, avec beaucoup de relations sexuelles dedans. La notion de couple en Afrique, chez nous, c'est la notion de groupe. C'est pour ça que les prétendants ne parlent pas pendant la dot. Parce que deux familles décident de mettre les enfants ensemble pour veiller à leur plein épanouissement. C'est pour cela également que les mariages peuvent se défaire par le groupe. Donc ici, je vais même loin. Si sa famille nous écoute, que cet enfant ne participe pas aux obsèques de son père, il ne vaut rien. Tu assassines ton père, tu es en train d'assassiner ta maman et tu vas organiser les obsèques pour faire quoi? Est-ce qu'il le fait consciemment? Il le fait consciemment. Vous dites qu'il est un évolué, non? Vous épousez une femme qui vous dit de chasser. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas dit à votre femme que la maison, si papa l'a construite, l'a mis seulement à mon nom, mais c'est la maison de papa. Pour se couvrir, il est monté sur ses égaux, j'ai une maison. Et ta femme t'amène à le faire et tu le fais. Et tu dis que c'est pour préserver l'harmonie. Quelle harmonie? Mais bon, avec la femme qui va vendre la maison. Dans le cadre où l'amour l'a rendu aveugle. C'est pas l'amour. Il ne se contrôle plus, il ne sait plus ce qu'il fait. Justement, c'est pas l'amour. L'amour, la définition qu'on m'a donnée à l'école primaire, oui, parce que c'est là où je me suis arrêté. C'est deux personnes avec qui vous êtes liés par l'âme. L'amour, c'est l'âme. Quand vous êtes liés, quand vos âmes sont liées, vous êtes compatibles. Les Anglais disent « Love me, love my dog ». C'est-à-dire quand tu m'aimes, tu aimes ceux qui m'entourent, ceux qui sont derrière moi. Oui. Donc il n'y a pas amour là-dedans. Il y a une croqueuse de diamants qui veut ruiner cette famille et chasser l'homme. Et s'il ne comprend pas ça, il n'y a même pas de Tobassi dedans. C'est un garçon qui a été amadoué par sa famille. Mais lorsque ses papa veut les ramener à l'ordre, maman aussi, c'est-à-dire que quelqu'un n'écoute ni son père ni sa mère. Parce que quand il donne l'information à maman, ça veut dire qu'en principe, on peut soupçonner qu'il a grandi à la cuisine. Mais même quand maman te dit, tu ne l'écoutes pas, la dite maman qui a convaincu ton papa de mettre le nom de ton nom comme sur le papier de la maison. Mais attendez, ça c'est je ne sais pas une histoire, ça nous amène à fouiller la poubelle. On ne construit pas une société par le bas en allant fouiller la poubelle. C'est vraiment, mon cher fils, décline-toi. Ou alors si tu veux participer aux obsèques de ton père, rechange la maison. Quitte à la femme de partir. Ce n'est pas ta femme, vous n'êtes pas compatibles.
Ce que tu appelles l'amour, là, tu vas marcher ici, nu-pied, avec le sang confiance, et nu-pied, et tu vas pleurer. Tu seras sur la tombe de ton père, et là, il va te donner les chiffres, tu deviendras fou. Voilà ce qui t'attend désormais. Merci. Dominique Autré, sa famille l'accuse d'avoir tué son père. C'est lui qui l'a tué. Et on interdit de participer aux obsèques. Comment réparer cette situation? C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on peut dire qu'il agit. Il ne sait pas ce qu'il fait, cet homme. Non. Cet homme ne sait pas ce qu'il fait. Je vous en prie. Si vous portez vos pieds et vous vous ramenez chez une autorité à même de pouvoir changer les noms d'un document à un autre, vous êtes totalement conscient. Vous êtes parfaitement conscient. On ne peut pas dire qu'il a été envoûté. Oui, c'est possible, c'est une possibilité. J'y crois pas trop. Mais donc, ça a d'abord commencé qu'il les a d'abord chassés. Mais voilà, parce que pour arriver à la mutation des documents, il y a des questions qui ne se posent pas. Toutes les relations qui sont conditionnées sont des relations à problème. Vraiment. Si on vous dit pour que tu reviennes, pour que je revienne, tu dois faire ça. Pour que je t'accepte dans ma vie, tu dois faire ça. Ce sont déjà des conditions et ça veut dire qu'après, ça sera malsain. Donc, ce monsieur, de quelque façon que ce soit, a tué son père. D'abord, de par la façon dont son père a appris la nouvelle. Il était en train d'annoncer ça banalement à sa mère. « Ah, maman, tu sais, ça a été difficile pour que Pamela revienne à la maison. Donc, il a fallu que j'accepte de changer les documents à son nom. Mais comme j'ai changé les documents et maintenant la maison lui appartient, elle est plus calme, elle est sereine. Donc, je crois que ça va. Ça va. Et papa a entendu ça. Il a dit « Quoi? Autant d'argent ?» L'héritage de mes différents enfants, parce qu'il faut dire que mettre le nom au bien de celui-là ne faisait pas de lui le propriétaire, l'unique propriétaire de ce bien. Oui. C'est une maison qui aurait dû être repartie, ou du moins la valeur de la maison aurait pu être repartie entre les différents enfants de ces deux parents-là. Donc ce qu'il vient de faire, c'est de prendre l'héritage familial et de le donner à une femme qui demain est susceptible de le mettre à la porte. Comment il fera si elle décide de mettre un terme au mariage et que la maison lui appartienne? Parce qu'elle aussi, en tant que propriétaire aujourd'hui, si je ne m'abuse, peut décider de muter ce bien aussi au nom d'un de ses frères à elle, si elle est sous le régime de la communauté des biens, ce qui fait qu'après, son mari, elle n'aura plus rien. Donc, vraiment, moi, vous devez attendre que votre mère puisse sortir de l'hôpital pour essayer d'abord d'arranger les choses avec elle, parce que c'est elle qui est encore vivante. Et c'est par rapport à ce que votre mère va vous dire que vous pourrez vous ramener là pendant les obsèques de votre père. Vous devez vraiment prier pour que votre mère ne passe pas de l'autre côté. Parce que le fait de refuser qu'on organise encore les obsèques de son mari dans sa propre maison, c'est quand même fort. C'est très fort. Ça a été trop fort pour elle. Donc, elle a beaucoup subi de la part de votre femme et vous. Donc, vous devriez vraiment faire profil bas. Maintenant, vous refusez d'assister, non, de participer, non, vous ne pouvez pas participer. Vos oncles ne pourront rien accepter qui vienne de vous. Assister comme un ami, une connaissance, un sympathisant, je dis ça comme ça. Oui, vous pouvez juste assister, c'est votre père, mais sans plus. On ne pourra plus vous considérer parce que vous avez d'une certaine façon renié vos parents déjà en leur demandant, en acceptant qu'ils aillent prendre un appartement alors qu'ils avaient une maison pour contenter votre femme. Vraiment, attendez que votre mère se réveille et essayez de composer avec elle. C'est elle qui va vous donner l'autorisation ou pas d'être présent aux obsèques de son mari. D'accord. Pamela Fomen, pourquoi certaines femmes ont le gros cœur? Comment est-ce qu'une femme peut contrôler un homme à ce niveau? Comment est-ce qu'une femme peut faire en sorte que son mari chasse ses propres beaux-parents? Cette femme ne l'aime pas. À mon humble avis, je pense que la femme ne l'aime pas, contrairement à l'homme qui aime bien sa femme, qui décide de mettre à dos toute sa famille jusqu'à ses parents, parce qu'il veut mettre ses biens au nom de sa femme. Non, une femme qui vous aime ne peut pas avoir le sommeil paisible, sachant que vous ne vous entendez pas avec vos parents. Je dis, une femme qui vous aime ne peut pas supporter même une semaine de savoir que mon mari ne s'entend pas avec son père ou sa mère et que je suis la cause. Même si je ne suis pas la cause, je crois que la femme va trouver le moyen de dire à son mari, va faire la paix avec tes parents. Une femme comme celle-là, je ne sais pas
Vraiment, si le monsieur croit qu'en faisant cela, il est en train de faire plaisir à cette femme, il croit que la femme l'aime en retour. Non, vous ne pouvez pas demander à vos beaux-parents de libérer leur maison. Moi, ça me rappelle une maman qui me disait qu'elle ne pourrait jamais laisser ses biens au nom de ses fils. Pourquoi? Parce que lorsque ses fils vont se marier, ses fils vont laisser ses biens à leur femme. Et si le fils décède, la femme trouvera quelqu'un d'autre qui va certainement s'accaparer des biens. Donc, la mère estime que désormais, si j'ai des biens, je dois laisser à mes filles, parce que même si mes filles décèdent, mes filles vont laisser à leurs enfants et le bien va rester dans la famille. Donc, ça, c'est la logique de la mère. Donc, je crois que ce monsieur a fait vraiment, il a commis l'irréparable. Aujourd'hui, même si on lui accorde de participer au deuil de son père, mais je crois qu'il n'aura jamais la conscience tranquille, mais alors jamais. Pourquoi? Parce que vraiment, la fille, elle n'a rien à foutre. C'est vous qui avez perdu votre papa, c'est vous qui avez perdu toute votre vie. La dame, elle fait qu'accomplir sa mission. Sa mission, c'est de vous ruiner jusqu'au bout. Et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Elle a tué votre papa parce que lorsqu'on dit que le mari a tué, la femme n'est pas en reste. Elle aussi, elle est également complice de ce maître. Donc, la jeune fille aussi a tué votre papa. Aujourd'hui, elle prend votre maison. Demain, votre maman est entre la vie et la mort. Et la suite, ça sera quoi? Si vous n'avez plus de père, vous n'avez plus de mère. Vous n'avez plus votre maison. Il vous reste les enfants. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous rassure? Les enfants vous appartiennent même à la fin. Même les enfants ne lui appartiendront pas. Le monsieur va se retrouver tout simplement seul. La mère, peut-être, n'a pas pris la chose comme son papa, mais je crois que l'état de la mère est très critique si on s'en tient à l'histoire de ce matin. Et le monsieur, ça ne lui dit absolument rien. Ok, ça ne lui pose même pas un problème. Peut-être si la famille avait accepté que d'accord, tu dois devoir donner tel montant pour le deuil de papa, il ne serait jamais venu au Zénith avec ce problème. Comme quoi, peut-être, la situation de son père, la mort de son père, l'arrange. En tout cas, lorsqu'il a satisfait sa femme, pour lui, c'est ok, la famille va bien. Non, ce sont des erreurs qu'on ne devrait plus commettre. C'est pourquoi je dis, il faut bien choisir vos épouses au départ. Choisissez bien vos femmes. Une femme qui ne s'entend pas avec votre mère, c'est un problème. Une femme ne peut pas prendre sur elle de vous demander que monsieur, prenez les papiers de votre terrain ou bien de votre maison qui vous a été donné par votre père comme héritage pour mettre à son nom. Si vous dites que vous allez vivre ensemble pour toujours, vraiment, je ne crois pas où il y a l'urgence de dire à son mari, sauf si vous avez vos intérêts particuliers, parce que si vous êtes destiné à vivre ensemble, fonder une famille, je ne vois pas l'urgence de dire à son mari, je voudrais que tu prennes le terrain, tu mettes à mon nom. Est-ce qu'elle fait pas partie de la famille? Pardon? Cette femme fait partie de la famille. Une raison de plus, si elle fait partie de la famille, elle ne devrait plus demander à son mari de mettre la maison à son nom. C'est une manipulatrice, elle n'aime pas ce monsieur. Vous verrez, je vous le dis pourquoi, parce que le temps va nous dire. 5 ans après, elle va quitter ce monsieur, ou bien 10 ans, elle va vous faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Et elle n'aura pas de compte à rendre à ce monsieur, parce que justement, tout va lui appartenir. La maison et tout ce que cela comporte. Le monsieur n'aura plus parole, c'est une mauvaise femme. Qu'il se sépare d'elle, je crois qu'il a encore temps de rattraper la vie de sa mère. Sa mère n'est pas encore morte. Qu'il prenne tout ce qu'il a donné à cette femme, qu'il remette comme c'était au départ. Et je crois que sa mère va se rétablir. Parce que là, s'il continue dans ce sens, il va perdre et son père et sa mère. D'accord. Et ses frères. Et ses frères. Il n'aura même pas d'enfant. Il n'aura pas d'enfant? Il n'aura pas d'enfant, puisque cette femme n'est pas prête à faire des enfants avec lui. D'accord. Charles Hamel, comment réagir face à cette situation? Un homme qui chasse ses parents de leur propre maison, qui mute les papiers de la maison au nom de son épouse, qui aujourd'hui est accusé d'avoir tué son père, mais qui ne reconnaît pas les faits, qui se pose des questions. C'est normal pour lui justement de réagir de la sorte? Est-ce que c'est normal qu'un homme puisse chasser ses propres parents de leur maison à cause d'une femme? Oui, c'est normal. Ok. C'est normal qu'un enfant chasse ses parents de la maison, c'est normal. Quand cet enfant est un sorcier, un maudit, un vampire. Ah ouais, surpris. Je vous retrouve, Charles. Un vampire, c'est normal. Ouais. Ils sont nombreux ici, Bonapriso, Bonandio, dont les parents n'arrivent pas à la maison. Lorsque papa vient saluer, papa dort à l'hôtel. J'en connais. Il dit, papa, tu ne peux pas venir à la maison, ma femme ne supporte pas. Va à l'hôtel. Et il paye l'hôtel à son père. Le père vient comme un visiteur et rentre. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes. La mère qui choque ne récolte que ce qu'elle a sémé à son fils. C'est tout.
La mère qui choque, elle ne récolte que ce qu'elle a sémé. La mère a donné une mauvaise éducation à son fils. Oui. C'est entre 10 et 20 ans que la mère prend le relais. Le père commence à instruire son garçon à partir de 20 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment l'enfant là a su que les papiers ont été à son nom? Il a 40 ans. Hein. J'ai dit, comment il a su? Je passe sur la base. Maman lui a Il dit a ça 40 ans. Maman lui a dit ça longtemps en avance. Que comme tu vois là, c'est ta maison. Comme tu vas à Montréal là, hein, sache que tu as même déjà une maison. C'est des choses qu'on ne dit à l'enfant qu'à la mort du père. Il ne connaît même pas ça du vivant du père. Je vous ai parlé de cet homme d'affaires qui chaque fois lorsque l'enfant arrive à maturité, il dit dans ta carte d'identité, j'ai une affaire que je vais aller faire. Quand tu veux lui dire tu as volé les légumes sur ton propre couscous et il reste tranquille. Oui. C'est à la mort que les enfants ont su qu'en fait la carte qu'ils prenaient, le gars mettait les choses. Ah non, non, ça n'a jamais fait de ça un problème. Voilà un enfant que sa mère a dit, c'est toi le successeur, c'est à toi qu'on a donné. C'est la mère. Et c'est le travail que beaucoup de femmes font. Beaucoup de femmes font ça et c'est connu. Un homme ne parle pas. Ce n'est pas l'homme qui a dit à son enfant. Regardez comment le père apprend. Conversation avec maman. Conversation avec maman. Il se rend compte que là où il est foutu, tous ses secrets sont dehors. Premier point. Cet enfant n'est même pas l'enfant du monsieur là. Cet enfant n'est pas l'enfant du monsieur là. Chalamel. Quel héritier? On est héritier, le premier n'est héritier. C'est pas son enfant. C'est pas son enfant. Merci, c'est pas son enfant. Ce n'est pas l'enfant du monsieur là. Qui met des enquêtes, c'est pas l'enfant du monsieur là. Jusqu'à ce niveau. Oui. Mais comment? Quelle femme va livrer? Il y a des choses qui ne se causent à deux. Ça doit rester dans le ventre de la femme jusqu'à la mort de l'homme. Là où on dit votre papa. L'homme a des plans pour ses enfants. Pour chacun de ses enfants, l'homme a un plan. Oui. Si Dieu le laisse vivre, il a un plan pour chacun de ses enfants. Quand ça commence à arriver, il teste. Il dit, bon, voilà ce que je suis en train de voir pour tel. Il observe le comportement de la femme. Dès qu'elle a une réaction, il dit, bon, c'est terminé, j'ai compris. Là où tu veux m'amener, il se bloque. Il passe au deuxième. J'ai tel plan, je souhaiterais qu'elle fasse comme ça. Il voit la réaction, il se bloque. Lorsqu'il a évalué la femme et évalué les enfants, il sait là où il part. Il fait ses notes à lui qui ne concernent plus la femme. Vous avez des femmes tellement égocentriques, tellement égoïstes. Quel est l'intérêt que la femme a dit que la maison, si le père a mis en ton nom? Comment cet enfant a fait pour avoir les papiers de cette maison? À 40 ans. Qu'est-ce que vous parlez? 40 ans, c'est quoi? 40 ans, c'est quoi? Voilà donc les bêtises d'un homme de 40 ans. 40 ans, c'est quoi? Vous avez dit que 40 ans. On peut avoir 50 ans, on a le comportement puéril d'un enfant. D'un enfant, oui. Oui. Ce genre d'enfant. C'est la mère qui a donné le papier à ce gars. C'est la mère. Les mères que vous voyez là sont au carrefour de beaucoup de sorcellerie dans les ménages. Oui. Et en solo, mais oui. Les balles perdues. Quelle balle perdue? Vous parlez de quoi comme balle perdue? On avait un cas précis, vous parlez de balle perdue. Ça, c'est une balle perdue. Mais Chalamel, pourquoi est-ce que ce père s'est Cet enfant, libéré la maison? ce père, écoutez, il a accepté de libérer la pression, la maison sous la pression de sa femme. Ton fils te dit sort, quel papa va rester? Mais ça va d'abord être. Mais vous parlez de quoi? Attends. Voilà quelqu'un, je vous ai dit comment il a fait pour avoir les papiers de la maison. Sa mère. En lui remettant les papiers, Oui. quelles sont les questions qu'on lui a posées? Tu veux faire quoi avec ces papiers? Qu'a-t-il dit à sa mère qui lui a remis les papiers? Pourquoi il veut venir nous embrouiller? Tu veux garder les papiers? Il veut? Garder. En qualité, en vertu de quoi? En qualité, en vertu de quoi il veut garder les papiers? D'aîné. En qualité de... D'aîné. Est-ce qu'il jouit de toutes les compétences? C'est lui l'héritier, c'est lui quoi? La mère a anticipé, sachant que ce n'était pas l'enfant de ce monsieur. Que voilà ta part, en le poussant. Ce n'est pas, voilà ta part qu'on donne. Les femmes vont prendre les autres. Voilà ta part. Mais on voit comment les femmes le font. On voit comment les femmes le font. Les femmes qui viennent à marier avec d'autres enfants. On voit.
pensez que les hommes ne voient pas? Vous pensez que les hommes n'étudient pas? Oui. Mais est-ce que cette femme devait avoir un malaise si elle avait planifié tout ça? Elle se rend compte que ces conneries, ces bêtises, son karma, là, l'ont rattrapé à la fin. Puisqu'elle va rester seule en location maintenant. Elle ne sera plus en location avec son mari. Elle sera seule en location. Et elle réalise qu'elle ne fera plus partie, tel que c'est parti avec le fait pour cette fille d'avoir dit qu'on n'organise pas. L'enfant qu'elle voulait protéger l'a lésé. A suivi le chemin de sa femme. Par conséquent, ses propres jours seront malheureux parce que son fils ne pourra pas donner 5 francs pour la soigner. Son mari n'étant plus là. Elle ne choque pas parce que elle choque pour sa propre vie. Aujourd'hui, elle est tombée dans un piège fatal. Et c'est là la précipitation de beaucoup de femmes. Les femmes pensent que en courant, en posant certaines actions, elles sont en train de protéger l'enfant. Vous exposez l'enfant. Et c'est cet enfant qui va vous braquer demain. Et voilà ce que l'enfant a fait. Il a choisi sa femme. Au détriment de la famille. Il a choisi sa femme. Combien de mamans encaissent des coups chez leurs belles-filles? Combien de mamans encaissent des coups chez leurs belles-filles? Combien? Elles sont nombreuses, ces mamans qui ne peuvent pas parler. Ou maman, tu n'entres pas à la cuisine, hein? Tu restes là, au salon. Tu veux n'importe quoi, vraiment je te donne. Ces histoires de cuisine et tout. Combien de garçons vivent sans le bonheur de leur maman? Ils sont combien? À cause de leur femme. À cause de leur femme. Ils sont combien? Ils sont nombreux qui vivent ce malheur. Se disant, demain quand ça sera bon, elle verra. Mais parfois, quand elle verra, il sera tard. Le verra arrive tard. La maman peut sortir avec une AVC. Elle peut sortir avec une paralysie. Sa vie, il est maudit. Chez les Bafoussam, l'enfant qui n'a pas fait le rite de Nyang ne voit pas le corps de son père. Abamedjou, pareil. Abamedja, pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Rien. Il est foutu, il est mort. On ne peut rien faire. Qu'il laisse, il abandonne la maison. Je dis qu'on ne peut rien faire parce que ceux qui devaient le faire ont estimé, on dit qu'on l'a condamné. Il a tué leur frère. Il ne peut pas rembourser la vie de leur frère. Il est mort. Je dis, il est mort. Quelque chose comme ça. Ça m'arrive chez moi. Je dis, tu es foutu. Je vais t'accompagner. Tu es foutu. C'est le genre d'enfant que, s'il y a un initié dans la famille, il va tout faire qu'il ne puisse même pas se réincarner. C'est-à-dire qu'on suit son âme et son esprit, même dans les plans supérieurs, pour le rendre néant, pour qu'il ne puisse plus revenir. Oui, il y a cette possibilité-là. Et le pardon? Pardonner, ça veut dire qu'il va ressusciter son père. Il peut donc ressusciter son père. Mais oui, mais attendez, vous savez ce qu'on appelle serment. Bon, peut-être parce que vous aussi, votre président prête serment. Pour aller faire la mutation, au nom de la fille, il a dû utiliser. Quels sont les papiers qu'il a utilisés? Maman lui a tout donné, le dossier, même le fond du dossier, ça l'a mis. En lui disant que même le notaire qui avait fait ça. Il n'avait pas tout. C'est la mère qui lui a donné. C'est la mère qui lui a donné. C'est pas le père, c'est la mère qui lui a donné. Un papa ne peut pas appeler son fils, quel que soit la lui dire que voici. Le père va lui dire, va être conçu là-bas. Va et reste là-bas, mais jamais les papiers. C'est à la fin qu'on remet toujours ces papiers. Jamais au début. C'est à la fin qu'on remet les papiers. Vous dites généralement qu'à 40 ans, l'enfant est comme l'ami de son père. Oui, s'il est bien élevé. En tant qu'ami de son père, votre père ne peut pas vous donner ce genre de responsabilité de conserver. Non. Non. Je dis, j'en connais jusqu'aujourd'hui. Non, le père est vivant. L'enfant sait qu'il a investi sur le terrain de papa. Oui. Papa lui a dit, va construire là-bas. C'est mon terrain, va construire là-bas. Je te donne la partie, je coupe une partie, c'est pour toi. Construire, le père ne donne pas. C'est à la fin, quand le père n'est plus là, qu'il dit que bon, tel document, j'avais fait ça au nom de tel, on remet. Tel truc, on avait fait au nom de tel. La mère remet, mais quand le père n'est plus là. Oh là là. Donc ici, ce gars est un assassin profond. Et il allait prendre une mauvaise femme. Quand vous voyez les hommes aujourd'hui se retrouver à avoir 2 femmes, une femme dehors, vous pensez que c'est à cause de quoi? Vous pensez que c'est à cause de quoi? Parce qu'ils ont fait le mauvais choix. C'est pas une question de mauvais choix. Parfois, la femme même choisit de changer en cours de route. Oui, vous avez des femmes qui sont bonnes. Et après, elles décident de changer. Pardon? Parce que l'homme aussi a changé en cours de route. Bon, comme vous êtes l'égal de l'homme, allons-y. C'est ça, la femme ne peut pas. Mais je dis allons-y, puisque vous êtes l'égal de l'homme. Non. Le chemin à la femme a suivi le chemin, c'est tout. Ce n'est pas une. La femme ne peut pas suivre l'homme. L'homme peut coucher 12 femmes à une journée, la femme ne peut pas coucher 2. Oui. Ne
le prenez pas. La femme ne peut pas suivre l'homme. Il faut déjà mettre ça. Il faut déjà intégrer ça. Vous les occidentalisés d'aujourd'hui. La femme africaine, pas blanche, africaine, je suis avec les Africains, ne peut pas suivre l'homme sur une longue lignée. L'homme a sa place, la femme a la sienne. Ouais. Dans un foyer, les papiers c'est la chose de l'homme. L'acte de naissance c'est la chose de l'homme. Les biens de la famille, les factures c'est l'affaire de l'homme. D'accord. Ce n'est pas l'affaire de la femme. Lorsque la femme décide d'outrepasser, elle se met en situation de rivalité. Et lorsqu'elle se met en situation de rivalité, il faut rapidement adapter. Vous avez des hommes qui ont aussi que la femme a touché un seul papier, un seul papier de la maison. Il allait tout muter la maison de ses frères. Il est resté calme. On travaille à deux pour avoir, c'est bien. Pardon? Merci. C'est vrai que l'amour rend aveugle, vraiment. Mais s'il vous plaît, au point de mettre vos parents hors de leur propre maison, vraiment, c'est inacceptable. Inacceptable. Nous prenons la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du projet de restauration du pont de Palar à l'extrême nord Cameroun. Comment comprendre que les travaux de restauration du pont Palar soient au jour d'aujourd'hui à la traîne, malgré les multiples visites guidées des ministres de Yaoundé? Comment comprendre le fait que pour les travaux qui devaient être livrés fin janvier 2021, on se retrouve en août 2023? Le pont de Palar était à l'époque une digue. C'était une simple digue pour protéger les eaux, pour essayer de retenir les eaux et éviter que cela ne déborde et ne dérange les voisins jusqu'aux pays voisins. À la fin, Haïdio a transformé cette digue en digue-route. Une digue-route qui allait jusqu'à Bogo. Et un poumon partant de Maroua pour Bogo, Kousséri. Cet axe est véritablement primordial en termes d'axe d'échange de biens et de personnes. C'est une digue importante. Très importante, digue-route très importante. Voilà un ouvrage hautement stratégique, toujours en attente de reconstruction. Depuis son effondrement en août 2020, le pont Palar à Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, n'a toujours pas été reconstruit malgré les nombreuses promesses du gouvernement. Cette infrastructure stratégique située sur le tronçon routier Maroua-Mora de la nationale numéro 1 est d'une importance cruciale pour la population locale et les voyageurs qui se rendent à Kousséri-Bogo. À qui la faute? Savez-vous que le 28 novembre 2020, en visite à l'extrême nord, le ministre des Travaux publics a annoncé avec assurance, que dis-je, trop grande assurance, la fin des travaux du radier de Palar dans les 45 jours. On nous avait parlé alors d'environ 400 millions de francs CFA qu'il fallait immédiatement mobiliser pour ce radier. Annonce d'ailleurs pompeusement renchérie par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi qui conduisait cette mission. Élément d'appui, le ministre des Travaux pour assurer les sceptiques disait avoir en son temps autorisé les travaux de nuit comme de jour pour honorer les délais de 45 jours. Ça a été fait, on a pensé à ce radier. Bravo, il y a eu accélération, sauf que certains engins, certains biens ne peuvent pas traverser, ralentissant de fait le développement économique. Il faut préciser qu'à ce jour, les promesses faites à grand renfort de publicité et d'assurance sont restées lettres mortes. Les travaux piétinent sur le terrain alors que les travaux devaient être livrés le 11 janvier. Une dizaine de jours plus tard, le taux de réalisation des travaux est à environ 40%. Selon Elliot Atina, directeur des travaux du radier de Palar, les travaux livrés ont commencé début janvier après les différentes notifications. Comment comprendre ce retard? À mettre à l'actif des lenteurs administratives. Lenteur administrative lorsqu'on sait véritablement que ce pont, les élites se sont mobilisées, on a vérifié, voilà la maquette
qui avait été présenté, les nouvelles modifications, les nouvelles présentations, mais hélas, sur le terrain, absolument rien. Savez-vous que le montant des travaux à ce jour, après réunion de concertation, après séminaire, après évaluation, après réévaluation, le montant des travaux actuels, le devis final affiche 4,185 milliards de francs CFA, dont 320 millions étaient alloués à la maîtrise d'œuvre. Malgré la forte mobilisation des membres du gouvernement et des élites locales, après le fondement initial, il semble que les efforts pour reconstruire ce point essentiel n'aient pas été suffisants. On se retrouve encore là, au point de départ. Quand est-ce qu'on va décoller? Telle est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que le transport pour pouvoir allier Koussiri, pour pouvoir allier Bogo, a été multiplié par 4. Les populations se retrouvent à souffrir. Avec les montées des eaux, comme en cette saison de pluie, on parlait des cas d'inondation de ces petits bateaux, ces petits pirogues qui ont chaviré parce que les gens veulent à tout prix, coûte que vaille, aller écouler leurs marchandises. Les gros transporteurs sont obligés de dépenser en plus en termes de carburant pour pouvoir aller. Pourquoi est-ce que c'est bloqué? Pourquoi est-ce qu'on ne décrit pas? Pourquoi est-ce qu'on décaisse l'argent à dose homéopathique? 400 millions, 320 millions, 50 millions, 30 millions. Pourquoi n'avoir pas décaissé? Ce n'est pas l'argent qui manque. Plusieurs structures ont demandé à participer dans ce projet. Mais hélas, on leur a dit c'est une affaire du Cameroun. N'allons pas plus loin. Même les pays voisins, le Tchad, s'est proposé. Mais hélas, apparemment la lettre n'est pas encore sur la table. De qui vous savez. Merci Charles Hamel pour la colère de ce matin, effondrée dans la nuit du 30 au 31 août 2020 sur l'effet de fortes pluies. Le pont Pallard est situé sur le tronçon routier Marois-Mora sur la nationale numéro 1 dans le département du Diamaré. Cette infrastructure stratégique a été construite il y a de cela plus de 40 ans aujourd'hui. Il est d'une importance cruciale pour les populations qui participent justement plus de 80% des importations et exportations du Tchad passe par ce pont. Le 28 novembre 2020, en visite à l'extrême nord, le ministre des Travaux publics avait justement annoncé avec assurance la fin des travaux du radier de Pallard dans 45 jours. Propos renchéris par le ministre de l'administration territoriale qui conduisait cette mission, sauf que 3 ans plus tard, Bombok Bengan, à 1 mois du délai de livraison de cette infrastructure, les travaux ne sont pas à 50%. On se pose des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Pourquoi est-ce que les projets bloquent? Pourquoi est-ce que le gouvernement l'assiste? Nous, les indigènes africains, nous avons l'habitude de vous dire que la vie, c'est des symboles. Et les symboles, lorsque il y a eu cet écoulement de pont dans la nuit du 30 au 31 août, les ministres de la République s'y sont rendus par un vol d'une compagnie étrangère. Les ancêtres se sont fâchés. Il y a eu un accident. Au sortir de l'accident, mais pas au sortir, on laisse hors des décombres, Madame le ministre Ketia Koutez a dit qu'il remercie Paul Biya. Ensuite, il remercie Dieu d'être sorti indemne de l'accident. Elle a dit tout. Donc ici, on remercie le président de la République parce qu'on n'est pas mort de suite de l'accident. Et Dieu vient après. Donc lorsque vous faites cette classification-là, ça dit tout. C'est pour ça qu'on vous dit que la vie, c'est le symbole. Ça veut dire que pour les membres du gouvernement, oui, Lamel a conclu comme ça, on regarde qui de droit. Est-ce que beaucoup de gens ont l'habitude de dire, mais laissez-le tranquille, vraiment, l'entourage, non. Il y a quelqu'un qui veille, parce que ce pont, effectivement, les travaux, j'allais dire quoi, les appels à l'alerte a été lancé depuis longtemps, notamment depuis que la digue de Maga a lâché.
Et même avant que la digue de Magalache, les autorités tchadiennes ont interpellé les autorités camerounaises par rapport à cela. Ils ont dit, mais nous sommes en train de travailler de notre côté et vous là-bas, vous faites comment? Sinon, on n'a pas suivi. Donc, en fait, c'est la maintenance de nos ouvrages, c'est un problème. C'est un problème. Pour 400 millions, comme vous avez dit, pour faire le radier, ils ont dit qu'ils devaient mobiliser environ 5 milliards de francs. Parce que 400 millions, on ne mange pas beaucoup dedans. Il faut donner l'impression qu'il faut mobiliser 5 milliards pour reprendre tous les travaux et tout. Là, on peut sortir avec un petit quelque chose. Donc, en fait, les travaux n'avancent pas pour vous répondre clairement parce que il y a quelqu'un, l'entrepreneur en chef, ne trouve pas encore l'opportunité de lancer. Deuxièmement, mais l'argent récolté ne peut pas. Les populations vont rester comme ça. Les populations ne servent à rien. De toutes les manières, ce n'est pas les populations qui ont mis le président là où il est. En 82, c'était la succession. On lui a transmis le pouvoir. On n'a pas demandé aux populations. Ils sont là, voilà. Il n'y a pas. Le but des populations n'intéresse pas. La vie des populations n'intéresse pas, même si c'est ça qu'on parle tout le temps, non? Ici, on n'a pas encore mobilisé suffisamment d'argent pour que les membres de la commission, j'allais dire quoi, soient un peu rassasiés. 400 millions, bon, ce n'est pas grand-chose. 5 milliards, bon, ça ressemble à quelque chose. D'accord. Pamela Fomen, la reconstruction du pont Pallard se chiffre à 4,185 milliards de francs CFA pour un marché de maîtrise d'œuvre de 320 millions de francs CFA. Il a été question justement de livrer cette infrastructure le 31 septembre 2023, sauf qu'à un mois de ce délai, rien n'est fait sur le terrain. Nous devons nous poser des questions aujourd'hui. Où est passé cet argent? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que cette infrastructure ne soit pas prête de nos jours? Bon, je ne sais pas comment je vais répondre à cette question, mais ce que je suis sûr, c'est qu'en septembre, on n'aura pas ce pont de Pallard. C'est clair qu'en septembre, on ne peut pas construire. Si on a donné un délai de 16 mois à l'entreprise qui a gagné le chantier pour construire justement ce pont et que nous sommes à un mois, si le pont doit être livré en septembre, nous sommes en août, je crois que ça ne peut pas se faire. Moi, j'ai écouté, j'ai lu sur la toile les différentes réactions de ces personnes qui font le tronçon Marois, Kousséri, Djamena, qui disent que ils sont contraints parfois la nuit de s'arrêter pour ne pas poursuivre le trajet, attendre peut-être un peu tard la nuit ou bien très tôt le matin pour justement poursuivre. Et le coût aussi a augmenté. On vous fait savoir qu'avant que le pont ne s'affaisse, c'était quoi, 150, 200 francs pour la traversée. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Et ces personnes qui font justement le tronçon, le transport des marchandises et autres, comment est-ce que ces personnes vont pouvoir gérer leur famille au quotidien? Et à côté, on vous dit qu'il y a des pays qui ont voulu vraiment donner un pouce, un appui au gouvernement camerounais pour la construction de ce pont qui date de 3 ans. Aujourd'hui, on parle de 2020, date à laquelle le pont s'est affaissé. Nous sommes rendus en 2023. On a eu la sortie du ministre des Travaux publics, voilà, qui a fait la pose de la première pierre. Et ceux qui vivent de ce côté disent qu'en dehors de cette pose de première pierre, vraiment, après ça, on a vu 2-3 engins, mais jusqu'à ce jour, vraiment, nous sommes dépassés par la situation. On ne sait pas ce que les autorités nous veulent concrètement parce qu'on n'a pas le pont et qui est une voie vraiment très importante pour ceux qui vivent de ce côté-là. On parle des habitants de Kousséri, Marois et autres. Donc, si le pont n'est pas vraiment à jour, je crois que le problème va toujours persister. Et ce qui est bien, c'est que les autorités sont au courant. Donc, ce qui est bien, c'est que les autorités savent qu'il y a une situation pareille de ce côté et qu'il y a des fonds qui ont été allés au palais de 4 milliards de francs. Elles savent, puisqu'elles sont descendues sur le terrain. Tout à fait. Elles ont fait les promesses aux populations. Les 4 milliards n'ont pas encore été décaissés. On parle de premier décaissement qui avait été fait 320 millions. Millions qui ont été faits. Oui, les 320 millions qui ont été décaissés, mais sur le terrain, on ne voit pas vraiment une évolution, une lueur d'espoir pour ces populations de ce côté. Donc, pour moi, je crois que les autorités doivent vraiment se prononcer. Sinon, on parle des inondations aujourd'hui, demain, peut-être, c'est lorsqu'on parlera des pertes en vies humaines que peut-être ils vont
justement se prononcer. Mais pour l'heure, je crois que le pont est aussi important pour ces populations. D'accord. Dominique Audrey, l'enjeu que représente ce pont, l'enjeu économique que représente ce pont n'est plus à démontrer. 80% des importations et exportations du Tchad passent par ce pont. Et justement, le trafic entre la direction du Mayo-Sava et du Logon-Echari est sérieusement perturbé à cause de l'effondrement de ce pont. Ça veut dire que l'effondrement de ce pont a un impact sur la population. Vous l'avez mentionné, l'importance de ce tronçon n'est pas à démontrer. Et c'est encore plus grave dans la mesure où on a un pays frontalier qui dépend d'une certaine façon de ce qu'on peut rapporter là-bas ou de ce qu'on peut importer de là-bas. Ouais. Donc à ce moment, on devrait avoir des gens qui comment on dit ça en français? Des gens qui s'activent rapidement à pouvoir régler la situation. Il n'est pas question de la construction complète d'un pont. On parle de la réhabilitation d'un pont. Ça veut dire qu'il y a déjà une partie qui a été faite et le reste doit simplement continuer. On doit partir du bout qui peut encore tenir pour aménager la partie du pont qui ne fonctionne pas. Mais maintenant, vous avez 16 mois pour réaliser ce projet et vous ne le faites pas. On a toujours l'effet de surprise chez nous parce qu'on n'a pas la culture de visiter les différents ouvrages, la maintenance des différents ouvrages. On vous fait savoir que la durée de vie normale d'un pont, c'est 100 ans. Ça, c'est en théorie. Oui. Maintenant, statistiquement, on va vous dire que ça peut aller à 70 ans. Et selon les intempéries et tout, on peut aller à 35 ans. Et vous avez mentionné tout à l'heure que le pont a plus d'une quarantaine d'années. Oui. Ça veut dire qu'on aurait déjà dû revoir, selon la qualité, le type de pont qu'on a, les ponts abusent et tout ça, on devrait savoir qu'à tel ou tel autre moment, on observe déjà des fissures, on observe des mouvements, les pluies, il y en a trop eu de telle à telle autre période. Ça veut dire que la fondation a déjà été un peu secouée, bousculée. Il faudrait qu'on commence à faire des petits travaux, en tout cas, au niveau de ce pont, pour ne pas avoir ce genre de surprise. Mais malheureusement, on a des gens qui fonctionnent par, je sais pas comment on va dire ça, par embuscade ou bien qui se laissent surprendre partout, des populations. Partout. On ne peut pas être à la tête d'un ministère où on travaille en permanence sur des chantiers, des routes, des ponts et tout ça, et on est surpris par la fissure ou la romption d'un pont. On ne devrait pas être surpris parce que votre travail, c'est justement de contrôler tout ça au quotidien et de façon permanente. Donc aujourd'hui, c'est ce pont. Oui. Avant, il y a eu d'autres ponts et on sait comment ça a duré. Ne posez pas la question de savoir à 1 mois, ça va se faire, ça va pas se faire. Rien n'a jamais été fait à temps ici. Rien, franchement. Donc ne soyez pas surpris, les populations vont devoir encore prendre sur elles. Le transport ne sera pas facile, on va devoir contourner et les informations des premiers jours du mois d'août laissaient savoir qu'il y a un Camerounais qui a failli perdre la vie, oui, justement à cet endroit. Donc tant que les gens ne mourront pas là-bas, le ministre ne fera pas une autre sortie pour dire voilà, on est quasiment au terme, il nous reste encore 1 mois. On ne dira absolument rien parce qu'il n'y a personne pour demander des comptes. Il n'y a personne pour demander de justifier le pourquoi d'une certaine chose. Et moi, je continue à dire, je ne sais pas pourquoi, les personnes qui ont précédé celles qui sont aujourd'hui n'ont pas transmis cette façon de faire, celle de contrôler permanemment les travaux sur les chantiers. D'accord. Parce que ça ne s'explique pas. Charles Hamel, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la négligence des infrastructures est l'une des plaies les plus sérieuses sous le régime Paul Biya? Ce régime est un régime qui veut tout construire, tout faire, tout enclencher, mais ne rien finir, ne rien suivre. On crée des écoles, on crée des universités, même si on ne va pas faire de salles, on crée. Demain, ceux qui viendront diront, il a travaillé, le grand bâtisseur, le grand sage, il a fait. Nous allons rester dans la continuité, les finitions et tout et consort. Voici un peu ce qu'on est en train de voir. Et je crois que ce n'est pas loin de ce qu'avait commencé à implémenter au Fouet de Boigny en son temps. Donc, le pont de Pala,
chaque période qui précédait la saison des pluies subissait un entretien, un aménagement, une réhabilitation. Lorsqu'on savait que les fortes pluies se préparaient à venir, Haïti à son époque prenait tout ce qu'il y avait comme moyen pour pouvoir aménager, réhabiliter ces différentes zones. On n'avait jamais entendu parler de grandes crues de ce côté. On n'avait jamais entendu parler des débordements. Quelle que soit la pression, on s'arrangeait à renforcer véritablement. L'idée est venue qu'il fallait construire, faire de ça une digue-route pour permettre qu'on s'est rendu compte que les populations souffraient véritablement pour pouvoir faire les navigations entre Maroua, Kousseri, Maroua, Mora, Maroua, Bogo, Maroua. On s'est dit non, il faut véritablement rafraîchir, surtout qu'en termes d'infrastructure, disons-le clairement et concrètement, sur le plan sanitaire, c'est Maroua qui sauve toute cette zone. Oui. Les gens partent de différents villages, de différents gauche à droite pour venir se soigner à Maroua. Et le pont de Pala était le raccourci extrême qui permettait à une femme qui commençait le travail en quelques minutes de pouvoir se faire prendre en charge de ce côté. Aujourd'hui, ces femmes doivent arriver là-bas la nuit, si ça tape à 18h, attendre que la pirogue soit pleine, traverser pour être prise en charge de l'autre côté par un bensikineur qui doit vous ramener alors qu'il y avait des moyens qui existaient. Première grosse panne. Transport des marchandises, des biens et des personnes. Il faut dire que dans cette zone, on ravitaille tout ce qui arrivait comme nourriture, tout ce qui avait oignons et tout comme ça qui devait être évacué, ce qui venait par le Tchad en termes de moto et tout qui traverse par cette zone. C'était vraiment, le trafic était intense parce que c'était un raccourci terrible qui permettait d'échanger véritablement plein de choses et de diminuer les coûts. À ce niveau, les gens sont obligés de contourner. Les distances de 200 francs sont passées à 2000. Oui. Les distances de 200 francs sont passées à 2000, 3000, 4000 francs CFA maintenant pour pouvoir circuler. Alors, lorsqu'on décide de diriger un peuple, qu'on va même jusqu'à s'octroyer le titre suprême de grande notabilité de choix du peuple, quand on arrive à ce niveau, je crois véritablement qu'il faudrait être à genoux. Un homme au pouvoir est un homme à genoux dont l'oreille est tendue vers la bouche du peuple. Oui. Écoutez les cris du peuple. Le peuple se plaint. Toute cette zone, cette digue joue un rôle crucial. Combien de ministres, on avait une délégation de près de 7 ministres. Oui, oui. Ils sont descendus, mais c'est 7 ministres qu'on a dépêchés. 7 ministres qu'on a dépêchés. C'est une honte, vraiment. Seulement l'avion qu'ils avaient loué. L'avion qu'ils étaient partis prêter, qu'ils avaient loué, le carburant qu'ils avaient chargé, tout ce que ça avait fait simplement pour ce pont-là. Et le frais de mission. Les frais de mission qu'on avait mis, l'accident même et tout ce qu'il y avait eu par la suite. Mais écoutez un peu, tout cet argent, tout ce tralala, on n'aurait pas eu besoin de le faire. Il fallait qu'on prenne cet argent en disant, au lieu de nous déplacer, on envoie chez le maître d'ouvrage, on envoie chez X, Y, qu'ils se mettent rapidement. On a eu 2 entreprises qui sont retrouvées à se bousculer sur cette affaire, ce marché. 2 entreprises qui l'une dit, on va faire, on va monter, non, on estime que c'est cher, il faut que ce soit tel autre qui part. Entre-temps, les populations font comment? Pourquoi venir donner des dates? Vous savez, l'enfant à 45 jours. L'enfant à qui vous dites que je vais te donner 100 francs lundi, il dort en attendant. Il dit que aujourd'hui c'est quand? On dit que samedi, dit ça va dans 2 jours. La veille dit c'est quoi? Il dit que laisse. Dimanche, l'enfant est encore devant. On dit c'est demain lundi. 5 heures, l'enfant est arrivé. 5 heures, il est réveillé. Il ne réveille pas, il attend. Dès que le père se bonjour, pas. N'est-ce pas, tu avais dit que lundi, nous sommes lundi, alors, pas. Tu dis que quoi? Lorsque tu changes de bouche, tu vas convaincre l'enfant, va dire, j'ai compris, mais il sait que je ne dois plus te faire confiance. Tu viens de perdre ma confiance. Voilà ce qui est en train de se passer. On a un gouvernement qui décide d'accompagner le peuple. On a vu cette mobilisation, les élites, on a déplacé les Lamido, on a déplacé les Lawam, on a déplacé, tous on les a déplacés en disant, on vous garantit, vous êtes la fille aînée du renouveau, cette affaire ne peut pas se passer, sans vous nous allons le faire. Et on vous donne un deadline de 45 jours. Les populations souffrent à ce jour. Le pont n'est pas reconstruit. L'entreprise est en train de dire que bon, quand vous dites que vous n'avez pas d'argent, j'ai gagné un autre marché quelque part.
je m'en vais d'abord livrer. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Oui. Je pars d'abord livrer le chantier que j'ai gagné. De l'autre côté, je pars faire en attendant que vous retrouvez. Donc, pour ce faire, puisque je ne peux pas rester immobile, je commence à enlever mes engins, j'enlève mes matériaux. Le jour que vous aurez l'argent, vous allez m'aviser. On va redéfinir un nouveau protocole de réalisation de construction. Il est essentiel vraiment aujourd'hui que les autorités prennent des mesures pour la reconstruction de ce pont afin de garantir la sécurité des usagers de l'extrême nord. Une pause s'impose.